Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Delphine et Maxime. On vit dans ce 4x4 cellules. Avec lui, on est parti pendant 2 ans pour essayer de relier l'Atlantique au Pacifique par la voie terrestre. Une aventure entre 2 océans qui nous fait voyager de la France au Japon et parcourir 16 pays, 2 continents et 11 fuseaux horaires. Dans l'épisode précédent, on te racontait notre traversée de la Russie, faite sous une certaine tension entre les 72 heures autorisées par notre visa de transit et les arrestations nombreuses des forces policières et militaires. Mais maintenant, ça y est, on est arrivé au Kazakhstan, et là, plus rien à voir avec la traversée précédente. Entre les 30 jours de visa et des espaces naturels immenses et totalement dépaysants, dès la frontière passée, on a immédiatement une sensation de liberté. Nouveau pays des Pleine monnaie. mobiliers. Waouh! Oh, ils sont hyper beaux. Oh, c'est beaucoup, 5000. 5000, ça fait environ 10 €. Ah, cher à ce nom. Après la Russie, place donc à un nouveau géant, le Kazakhstan, 9e plus grand pays au monde, avec une superficie de 2,7 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la France. Cette taille immense, associée à sa population de 18,8 millions d'habitants, en fait en revanche le 12e pays le moins densément peuplé au monde. Et pour cause, son climat majoritairement aride et difficile regroupe les habitants dans les quelques grandes villes qui clairsèment son territoire. Almaty est la plus peuplée, avec 2,2 millions d'habitants, alors que sa capitale, Astana, en compte 1,4. Dans tout ça, notre plan, découvrir ces paysages au fil d'une longue traversée de 3000 km, qu'on prévoit sur une grosse semaine, et qui doit nous mener aux portes d'un de ses voisins, le Kirghizistan. Si on prévoit de rejoindre rapidement cet autre pays, c'est tout simplement pour suivre le rythme des saisons. À cette période de l'année, l'ambiance est caniculaire au Kazakhstan, alors que c'est la période idéale pour explorer le Kirghizistan, pays de très haute altitude. Pour cette fois-ci, on se concentre donc sur cette grande traversée, et on reviendra poursuivre la découverte quand les températures seront plus clémentes. Aujourd'hui, 350 km de prévus pour rejoindre la première étape de ce périple, la ville d'Atyrau. Ce sera largement suffisant après ces 3 pays en 2 jours et notre réveil à 4h30 pour franchir la frontière. L'itinéraire est simple, suivre une immense ligne droite à travers d'immenses plaines arides. Pas forcément drôle sur le papier, mais tout est si dépaysant que dès les premiers kilomètres, on sait qu'on ne va pas s'ennuyer. Et ça y est, il y a tous les signes qui commencent à apparaître devant nos yeux. Tous les signes de l'Asie centrale. On a vu les premiers oases kazakhs et au détour d'un regard sur la route, je vais te montrer ce qu'on vient d'apercevoir. Et voilà, une petite yourte au milieu de la steppe. Et on a vu les gens aussi. J'avoue, on n'a pas trop parlé des... C'est bien de revoir ces visages et ces traits. On avait vu qu'en Mongolie en fait. Ouais, exactement. Et là au Kazakhstan, c'est vraiment pareil je trouve. Enfin, en tout cas, les gens qui attendaient avec moi pour faire tamponner le passeport, les Kazakhs qui attendaient avec moi, c'était vraiment pareil. Ça fait du bien. Sans oublier les innombrables chameaux et quelques dromadaires qui nous font la surprise d'être là dès la frontière. C'est tellement inhabituel pour nous qu'on est comme des enfants de les voir parfois par centaines dans ces grands espaces. Après 5 heures de route et des centaines, voire des milliers de nids de poules, comme un mirage au cœur de la steppe, on aperçoit enfin notre première étape, Atyrau, où on a prévu pour la première fois en 6 mois de voyage de passer la nuit dans un hôtel. Mais avant de prendre soin de nous, on profite aussi de cette ville pour prendre soin de celui qui nous a emmenés jusqu'ici. Voyager en véhicule, c'est être dépendant de sa bonne santé. On n'est pas des experts en mécanique, mais depuis 3 ans, on essaie d'apprendre et de tout mettre en place pour que notre 4x4 cellule se porte au mieux. Et surtout, puisque tous ceux qui l'inspectent nous disent qu'il est en forme, on fait tout pour entretenir cette forme. Depuis le début, on mise donc à fond sur un bon entretien et de la prévention. Ça passe par accorder de l'importance au choix des fluides, qui assurent tout le bon fonctionnement mécanique, comme les huiles ou les additifs, ou le fait de faire des entretiens plus réguliers encore que les préconisations constructeurs, comme les vidanges ou les graissages par exemple. Il y a 6 mois, on le préparait minutieusement pour cette aventure. 11 000 km après, il n'a toujours pas croisé le moindre garage ou donné de quelconque signe d'alerte. Alors on se dit que ces efforts sont payants, et on croise les doigts pour que ça continue. Aujourd'hui, mission, changer notre huile moteur. Elle n'a que 11 000 km, mais avec les fortes chaleurs et les énormes distances prévues, on veut passer sur une huile plus adaptée et on se dit que ça ne pourra lui faire que du bien. On avoue, on a de gros doutes sur ce qu'on va pouvoir trouver.
Mais en fait, au premier garage où on s'arrête, on tombe sur une équipe de vrais pros avec un choix de produits à la diversité et à la qualité totalement inespéré. Pour l'achat de l'huile et des filtres, ils nous disent qu'ils nous offrent la main-d'œuvre. Alors on en profite. Ils s'occupent avec soin et beaucoup d'enthousiasme de notre Defender. Les Land Rover sont très rares ici, encore plus avec une cellule dessus. Alors l'ensemble suscite beaucoup de curiosité et d'excitation. Et très vite, c'est toute l'équipe qui sort des bureaux et veut aider. On a même droit à un live TikTok et des stories Instagram pour dire qu'ils s'occupent d'un Defender venu de France et qu'en plus, c'est une maison. C'est la première fois. Hey! C'est la première fois qu'on fait ça depuis qu'on est parti. Que tu m'invites? Non. Première fois qu'on lui fait infidélité pour une nuit. Ouais. Mais je crois que là on en a un peu besoin et je pense que lui aussi. Petite nuit à l'hôtel pour, je pense, faire une bonne nuit. Il fait encore 35 degrés dehors. Il est 19h, il fait encore 35 degrés. Se laver tout court. Se laver. Apparemment j'ai un message qui vient de mon oreille droite. Se laver et puis reprendre des forces parce qu'il nous reste quand même 2500 km à faire jusqu'à Bishkek au Kirghizistan. Ce soir la capucine a légèrement grandi. Ça fait du bien un vrai lit et surtout une vraie douche. Excusez-moi, mademoiselle, vous venez de prendre une douche? Ça se remarque tant que ça. Je vous suis depuis tout à l'heure et C'est un bon. Oh, incroyable. Nous on débarque, là on a un peu enchaîné Géorgie, Russie, Kazakhstan. On débarque, on est dans un nouveau pays, nouvelle langue, culture, tout. Nouvelle nourriture, Et tout. puis on sort et allez, on va manger. Et voilà, et on sait pas du tout ce qui nous attend. Non, mais bon. Et pour le coup, c'est drôle parce qu'on n'avait pas prévu de s'arrêter ici à la base. Et donc, on débarque vraiment dans une ville, on n'a rien regardé. Imprévu. Mais c'est cool. Ouais, carrément. On découvre une ville agréable. Voir ce fleuve si bleu et des espaces verts autour est surprenant au milieu de ces kilomètres de désert. On arrive sur la place centrale pour le coucher du soleil. On arrive trop pour la bonne heure. On y découvre notre première mosquée du Kazakhstan. L'ambiance est douce, les lumières dorées se reflètent sur les grands bâtiments. Beaucoup de locaux sont là pour profiter de la fin de journée. L'atmosphère est légère et joyeuse. Les températures plus clémentes, il ne fait plus que 30 degrés. Rendez-vous dans un des restaurants les plus connus de la ville pour compléter cette expérience citadine. On goûte les samsa, petits chaussons feuilletés fourrés aux légumes ou à la viande. Un plat local de légumes mijotés qu'on s'applique vraiment à nous servir et dont on a oublié le nom, et la traditionnelle soupe de mouton, incontournable de l'Asie centrale. On est en Asie centrale, ça y est. Est-ce que l'équipage est prêt? Je crois que tout le monde est prêt pour cette longue traversée. On a 2600 km à faire. Et cette fois-ci, c'est vraiment un trajet de 2600 km. On ne s'arrête pas en route pour visiter, on roule. L'huile est à son maximum, elle est bien propre, ça c'est cool. Et là on a vraiment zéro fuite ou autre. Donc ça, c'est bon signe pour la route. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette petite pause dans un hôtel, bah, ça fait vraiment du bien d'avoir pris une douche, d'avoir pris un petit déj, une machine à laver aussi, d'avoir fait une nuit au frais, d'avoir fait le tour du cadran. Et pour 40 €, clairement, bah, tu réfléchis pas trop des fois. Donc, mais là, ça repart pour les bivouacs parce qu'on a aussi envie de dormir dans la steppe kazakh. Donc c'est parti. T'es prête? Allez! À partir de là, les journées, à peu de choses près, se suivent et se ressemblent. Les kilomètres défilent pendant des heures sans parfois le moindre changement de paysage ou de virage. Alors autant j'ai traversé le Gers et alors le Kazakhstan remporte la palme de la désertitude. J'adore le Gers. Heureusement, les chameaux ponctuent l'aventure, en nous obligeant parfois à ralentir.
et nous rappelle que ces steppes ne sont pas si vides. Est-ce que les chameaux, ça serait pas un peu les rois de la steppe? C'est début d'une blague? Est-ce que le chameau, c'est pas un peu les maîtres de la steppe? Avec le cheval quand même. Non, que les chameaux. C'est pourquoi? Donc c'est une blague. C'est pourquoi? Non? Parce que c'est les boss. Il y a d'autres éléments qui parcourent inlassablement les steppes. Les voies ferrées. On croise ou roule souvent en parallèle d'interminables trains de marchandises. Seul au cœur de ces immensités kazakhs, ils nous rappellent symboliquement que nous sommes toujours sur un des itinéraires majeurs de la route de la soie. On double aussi des camions qui semblent tester les limites de leur centre de gravité. Et étonnant mais vrai, on croise quand même pas mal de voitures de police et d'officiers postées au milieu de nulle part. Et oui, même dans le désert, la vitesse, ça se respecte. On te parle beaucoup du désert, mais on a aussi eu la surprise de croiser quelques villes. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a. Impressionnant. Mbappé, Zidane. Le contraste entre leur modernité, leur densité et la vie qu'elles abritent par rapport aux paysages désertiques dans lesquels on les croise nous étonne et nous fascine. Elles sont comme sorties de nulle part. On est aussi surpris par la qualité des routes. Elles sont globalement en très bon état. On va dire sur 65% du trajet. Disons que c'est un peu tout ou rien. Soit on a l'impression d'être sur une piste de décollage, soit on roule sur ça. Ce qui nous fait beaucoup rire, c'est qu'il y a un seul grand axe qui est goudronné et aménagé. Et ensuite, dès qu'on voit des routes partir en perpendiculaire, elles ressemblent à ça. Et puis, on ne peut pas ne pas te parler d'elles. Élément indissociable des longs voyages en véhicule, les stations-service. On s'y arrête au minimum une fois par jour, pour faire le plein, bien sûr. Qu'est-ce que tu nous prépares? La potion magique. Potion magique pour survivre en Asie centrale. Clairement, on sait que le diesel maintenant, en termes de qualité, ça va commencer à chuter. Donc, l'additif pour améliorer un petit peu le diesel, c'est un cleaner surtout pour préserver un peu la santé du moteur. Donc voilà, à chaque plein, on en met une petite dose. Ça fait vraiment une petite potion magique. C'est les mêmes portions. Mais aussi pour profiter de pauses repas exotiques. Ou pour se ravitailler en toutes sortes de petites choses. Petit point station essence, et juste pour dire justement qu'elles sont assez récentes, on trouve du diesel assez facilement avec un petit shop pour acheter l'essentiel de survie, à savoir sur Delphine. Ça. Il y avait des bonbons à la fin de fusée. On pouvait pas rater ça. On ne pouvait pas du tout rater ça. Voilà, juste pour te dire que les stations en Kazakhstan, ça fonctionne très bien. Et de manière générale, moi de toute façon, je suis assez surprise sur l'état des routes et les stations qu'on trouve et tout ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus Wild. wild, vu les déserts qu'on traverse. Ouais, carrément. Et on n'a pas précisé, mais le Kazakhstan est quand même le pays où le litre du diesel est le moins cher pour nous, 55 centimes, record à battre. Ah, et sinon, il y a d'autres aménagements qui ponctuent le parcours. Typiques du Kazakhstan, ils sont révélateurs de ces énormes distances sans rien autour, milieu où l'homme doit souvent savoir se débrouiller seul s'il y a un problème. Bienvenue sur une aire de repos de l'autoroute kazakh. C'est très grand parce qu'il y a souvent beaucoup de camions qui s'arrêtent. Il y a des rampes là-bas pour pouvoir mettre ton véhicule, faire toutes les réparations que tu as besoin ou de l'entretien ou autre. Il y a même des toilettes, des petites tables de pique-nique. Voilà, c'est quand même pas trop mal équipé. Hein. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Mendes? On va gagner, monsieur Saint-Josse, on va gagner. Et donc? C'était la pile de mission. Non, pas de problème de type d'admission. Si vous vérifiez niveau d'huile, boîte de vitesse, boîte de transfert, le pont également. Et puis on va profiter du pont pour voir s'il y a eu des choses qui seraient pas pour être dévissées avec aux vibrations ou autre. Ok, donc on est là pour 2 heures. Non, ça va vite, normalement 30 minutes. 30 minutes, il a dit, monsieur Mendes.
On est proche des 40 degrés et sous ces températures, les huiles deviennent plus fluides, ce qui fait que le risque de fuite augmente sur des organes importants des véhicules. Et ne plus avoir ces lubrifiants peut entraîner de gros dégâts, alors un petit coup d'œil sur les niveaux, c'est toujours rassurant. On n'a pas de fuite, je confirme qu'il n'y a pas de fuite. Parce que le niveau il est toujours au maximum, j'ai même pas enlevé le bouchon entièrement et boîte de transfert à surveiller. Mais globalement, c'est quand même très bien. Très bien. Merci pour ce rapport. Bref, en général, on ne s'ennuie pas. On parcourt entre 500 et 700 km par jour. Et si jamais la traversée commence à être un peu longue, on a une arme redoutable. Une immense playlist qu'on s'est téléchargée hors connexion. Car même quand tu as une carte SIM pour le réseau kazakh, la connexion, c'est vraiment pas toujours ça. Mais bref, notre playlist a beau être immense, irrémédiablement, au bout de plusieurs jours, on a commencé à faire le tour. Et ça se ressent. Révolution, porte ton nom, ma révolution, d'une seule façon. Heureusement, il y a les bivouacs. Les fins de journée sont toujours le moment où on profite. Quelquefois, on roule vraiment beaucoup et on arrive tard. Mais la plupart du temps, dès que le soleil commence à tomber, on s'écarte de la route principale pour prendre les petites pistes et s'enfoncer dans les steppes. On va dire qu'ici, ce ne sont ni l'espace, ni les endroits plats qui manquent pour trouver où passer la soirée et la nuit. Officiellement. Posez. Et il fait pas chaud. Trop bien. Et alors, si on est venu ici, c'est parce qu'il y a une petite source d'eau et que vu qu'il fait très chaud la journée, et bien souvent les animaux viennent boire sur ces petites sources. Et là, et bien je crois qu'on a un grand groupe de chevaux pour qui c'est l'heure du pain. Je crois qu'on se souviendra toujours de ce premier bivouac au Kazakhstan. Les chevaux sauvages nous ont fait la surprise de surgir de nulle part. Leur galop soulevait un nuage de poussière flottant au-dessus de la steppe asséchée. Je crois que je n'ai jamais vu d'animaux aussi impatients de se jeter dans l'eau. L'ambiance du coucher de soleil était magnifique. Les chevaux nous ont accompagnés toute la soirée. On a profité longtemps de la douceur du crépuscule, du calme et de l'horizon infini. Puis d'un ciel pur, tapissé d'étoiles. Aucune pollution lumineuse dans ces endroits. La Voie lactée s'arrondissait au-dessus de nous, cristalline. La plupart du temps, on s'arrête au hasard sur le trajet. Mais certains jours, on roule volontairement plus longtemps pour dormir près de lieux uniques au monde. Et après ce genre de longue et chaude journée, on le remercie toujours d'encaisser autant de kilomètres sans jamais rien dire, juste pour nous amener là où on a envie d'être. 700 km, il l'a fait. Et si on a roulé aussi longtemps, c'est pourquoi? C'est pour dormir ici. Et pourquoi dormir ici? Parce que c'est un endroit très spécial, unique au monde. C'est Baïkonour. Et de là que partent les fusées qui envoient des hommes dans l'espace. Il était là, Thomas Pesquet. Là. Il est peut-être même en ce moment même. Et de là, du coup, que décollent les fusées qui envoient les astronautes sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Donc là, si aujourd'hui c'était un jour de lancement, juste là-bas, on pourrait voir une fusée décoller et aller dans l'espace. C'est fou quand même. Bref, ce soir-là, en plein milieu du Kazakhstan, on a dormi à côté d'une station spatiale. Interdiction de s'en approcher de plus près, bien sûr, l'endroit est très protégé. Mais c'était quand même très insolite de regarder le soleil se coucher derrière ce cosmodrome de Baïkonour, inauguré en 1955 par l'Union soviétique, qui avait justement besoin des terres immenses et isolées du Kazakhstan pour développer ce projet. Outre le côté insolite de ce bivouac-là, ces moments de calme et de fraîcheur nous font toujours du bien. On les attend avec impatience chaque jour. On s'imprègne au maximum de ces ambiances si particulières qui nous entourent. Et plus on avance, plus on se dit que c'est un peu fou d'être là, dans ces endroits, tous les trois.
Et un matin, alors qu'on commençait à s'habituer à cette routine, quelque chose a changé. J'ai un truc à dire. C'est notre première descente et remontée au Kazakhstan. Jusqu'à maintenant, les routes avaient été totalement plates. Premier dénivelé. Pas de dénivelé au Kazakhstan. Et là, on vient de passer notre première petite cuvette, notre première petite colline. Et c'est le signe qu'on se rapproche Montagne. du Kirghizistan. 8 jours après avoir quitté le Grand Caucase géorgien, elle était là, notre première chaîne de montagnes d'Asie centrale. Ce que tu aperçois avec nous, ce sont les sommets de la chaîne des monts Talas, frontière naturelle entre le Kazakhstan et le Kirghizistan. Le Kirghizistan. Je pense que si notre mode de vie ne nous permettait pas de vivre sur la route et de faire ce long voyage, et qu'on nous avait demandé de choisir un seul pays à découvrir, c'est lui qu'on aurait choisi. Tu le sais peut-être si tu nous suis depuis un moment, on est tombé amoureux de la Mongolie et de la culture nomade il y a quelques années, et on s'était promis de retourner découvrir plus largement cette partie du monde qu'est l'Asie centrale, avec plus de temps et en étant plus autonome qu'avec nos seuls sacs à dos. L'Asie centrale, et plus particulièrement le Kirghizistan, pays de très hautes montagnes et de nomades, qu'on dit aux paysages vastes et sauvages complètement incroyables. Et là, à cet instant précis, ces montagnes étaient devant nous. Je crois qu'arriver là par nous-mêmes, en ayant fait tout le trajet par la voie terrestre depuis la France, rendait ce sentiment de joie immense et d'accomplissement encore plus intense. On a quitté la grosse route pour bifurquer vers notre petite frontière. Et du coup, Je suis en plein passage, c'est le retour des troupeaux sur la route. je suis en plein trafic. Ah, regarde, la chasse gardée. Sacré chien de troupeau. Salut. Jour numéro 6, il est 19h, le moteur est coupé. On est à 10 km de la frontière avec le Kirghizistan. C'est pas encore terminé parce que demain il y a que 10 km, mais il y a encore un passage de frontière, donc on peut pas encore dire que la boucle est définitivement bouclée. Mais je pense qu'on a fait le très très gros, on a fait 95% du trajet. Et donc là, dernière soirée en terre kazakh. Et si, pour fêter ça, ce soir, se prenez une bière. Oui. On a réussi, c'est fini. Allez, c'est parti. Demain, dernière étape. Demain, c'est la dernière. Elle est pas très bonne. Moi, je vais pas la boire. Ouais. Non, elle est pas bonne du tout. Demain est un nouveau jour et demain est un nouveau pays. Je dirais même que demain est un nouveau chapitre. Ouais. « 6h30, est-ce que c'est pas le moment parfait pour passer une frontière? Tu mélanges avec.
Dis-moi que t'as une frontière sans me dire que t'as une frontière. 1 heure de décalage, parce que là Delphine est déjà à l'heure kirghize et moi je suis encore à l'heure kazakh. Donc on a 1 heure de différence. On avance. Il est 7h30. On est arrivé au poste frontière et on est parmi les premiers du jour. Mais au vu de la façon dont les locaux s'installent sur le capot de leur voiture pour entamer des parties de cartes, on se dit que malgré ça, ça risque peut-être d'être un peu long. Et pourtant... Kirghizistan, ça y est. On est officiel officiellement. C'est notre première route kirghize. Ça y est. C'est fait. On est au Kirghizistan. Oh, on est au Kirghizistan. C'était le dernier coup de clé. Ça y est, j'ai regardé la carte, là, on est au milieu du monde. C'est officiel. On est au milieu de l'Eurasie. En gros, on a fait en 7 jours, on est passé de l'Europe au cœur de l'Asie centrale en traversant 2 immenses pays, un bout de la Russie, et on a traversé tout le Kazakhstan d'ouest en est, 3600 km, des grosses chaleurs, des longues journées, des routes pas toujours faciles. Jusqu'à maintenant, on a avancé vers l'Est et on traversait un peu les pays, même si on prenait le temps à chaque fois de rester. Mais là, en Asie centrale, on va rester un moment maintenant. On va rester un moment à tourner là. Dans entre cette région. ces pays instants. On va passer tout l'hiver ici. J'ai vraiment l'impression d'être arrivé quelque part et surtout arrivé à un nouveau chapitre de ce voyage. Au début, il y a beaucoup de monde qui a douté que quand il était dans ses pires états, que c'était ce véhicule-là qui nous amènerait en Asie centrale. Quand on disait aux gens que si, on va le faire avec lui, hein. Il a beau être dans cet état-là, on va le faire avec lui, vous allez voir, on va l'aménager, on va le rénover et on partira dans ces contrées et tout. Enfin, c'est juste fou de dire qu'on y est maintenant. Ce qui n'était pas du tout calculé à la base, c'est qu'aujourd'hui on est le 15 juillet 2024 Et on a autre chose à fêter. et que le 15 juillet 2023, jour pour jour, On a aménagé on a emménagé. dans ce véhicule, on a aménagé dans le 4x4. Un an, on rendait les clés à Anne-Marie, notre dernière locataire. Le petit appartement qu'on louait chez elle le temps de finir le 4x4. On lui rendait les clés et d'ailleurs avec le 4x4 on a dormi dans son jardin C'est vrai, ce soir-là. la première nuit. Donc 15 juillet 2023, on était à Ceyran, Haute-Pyrénées. 15 juillet 2024, Bishkek, Kirghizistan. Qui l'aurait cru? Après la route et l'émotion, place maintenant à l'aventure. Je crois qu'on n'a jamais autant brûlé de découvrir une partie du monde et pourtant, on ne savait pas encore à quel point ce pays allait être puissant. Je m'attendais pas à ça.